Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous à cet atelier sur la stratégie d'accélération santé numérique. Ravi de vous voir aussi en présentiel. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder en visio. On a quelques minutes pour vous présenter les grands enjeux de cette stratégie qui a été annoncée par le président de la République en juin lors du CSIS et présentée par les différents ministres à Station F tout dernièrement. Donc je vous reconnais quelques têtes ici, je sais que vous êtes au courant de pas mal des éléments dont on va parler, mais donc ça vaut le coup de vous représenter les grands jalons de cette stratégie d'accélération qui va investir donc 650 millions d'euros dans 34 actions sur les 5 années à venir. Donc c'est un programme d'investissement qui est interministériel. On va avoir aujourd'hui différentes personnes qui vont venir présenter des actions phares de la stratégie qui sont lancées ou en cours de lancement. Cette stratégie, elle regroupe le ministère de la Santé, le MESRI, le ministère de l'Économie et le SGPI. C'est une stratégie réellement interministérielle. On l'a construite sur la base d'une large consultation publique de plus de 6 mois en ligne. Vous avez été nombreux à participer, on est plus de 400 participants et ensuite on a également rencontré différents acteurs institutionnels et représentants des différentes parties prenantes pour l'affiner. Et la stratégie a été présentée dernièrement. Vous avez d'ailleurs toute la stratégie qui est présente sur Genius, avec le dossier de presse. Vous pouvez voir tous les éléments qui sont déjà indiqués. Et là, on va faire un petit focus sur certains d'entre eux. Pour vous donner quelques éléments de contexte, on entend beaucoup parler de pas mal de plans en santé numérique. Vous puissiez un petit peu matérialiser où se situe la stratégie d'accélération santé numérique par rapport aux autres plans et en quoi quelles sont ses spécificités. Vous connaissez tous la feuille de route du numérique en santé avec la fameuse maison qu'on ne représente plus dans le cadre de Ma Santé 2022. Ensuite, vous connaissez aussi le Ségur du numérique en santé, les fameux 2 milliards d'euros investis sur les infrastructures et pour favoriser l'échange de données sécurisées entre les professionnels et autour du patient. Le Ségur de la santé, c'est aussi jusqu'en 2025. Vous connaissez également le Paris Santé Campus, dont l'ANS fait partie de ce groupement d'intérêt scientifique. Paris Santé Campus, vous savez que cette année, lance un lieu préfigurateur, juste à côté. Et la vocation de Paris Santé Campus, c'est bien sûr l'aménagement au Val-de-Grâce. Pour ceux d'entre vous qui nous écoutez et qui souhaitez participer à Paris Santé Campus, n'hésitez pas à contacter Antoine Ténière, qui dirige Paris Santé Campus et qui est à votre disposition pour tout complément d'information à ce sujet. En dessous de cette frise, vous voyez le grand défi e-santé que vous connaissez peut-être pour un certain nombre d'entre vous, qui était dirigé par Olivier Clatz. Ce grand défi faisait partie d'un programme d'investissement précédent et ce grand défi maintenant est fondu dans la stratégie d'accélération dans le cadre du PIA 4, programme d'investissement d'avenir, dans la vague 4. C'est des programmes qui sont des programmes quinquennaux et on est aujourd'hui au quatrième programme d'investissement d'avenir 2021-2025. Et donc, c'est exactement ici que se situe notre point d'aujourd'hui. Mais c'est important de vous rebrosser un peu le paysage pour que vous puissiez bien situer la différence entre chaque programme. Nous, on est vraiment sur la partie innovation, financement de l'avenir, des nouveaux dispositifs, des nouvelles technologies qui se basent sur les infrastructures, sur les référentiels SOC, les services SOC qui sont déployés par la feuille de route et par le Ségur de la santé. Donc, on est vraiment sur, on peut appeler les nuages qui étaient au-dessus de la maison que vous connaissez. Cette stratégie d'accélération, elle se découpe, donc je le disais tout à l'heure, il y a 650 millions d'euros en 34 actions. Elle se découpe sinon en 5 axes. Premier axe, la formation, qui est un prérequis nécessaire, sans quoi il n'y a pas de confiance en santé numérique, il n'y a pas de déploiement des usages concrets par les citoyens, par les professionnels de santé. Des sujets autour de la recherche pour préparer la future génération des technologies disruptives sur notre secteur, notamment autour des données. Troisième axe, la maturation de projets structurants. C'est un peu dans un ordre chronologique par rapport à un fil directeur d'un projet. On passe ensuite à l'étape après la recherche, maturation, avec là des différentes actions de soutien à l'innovation, différents appels à projets pour favoriser l'émergence de futurs fleurons industriels sur des thématiques dont on reviendra ensuite. Et des sujets autour de l'expérimentation et l'évaluation en santé numérique, c'est hyper important. On ne peut pas développer des dispositifs médicaux numériques sans en apporter la preuve pour le système, la preuve pour les utilisateurs, les patients et les professionnels de santé. Ça passe par des experts, ça passe aussi par des évaluations cliniques notamment. Et là, on a une action majeure sur le sujet. Et enfin, et pour couronner le tout, évidemment, une fois que le projet, les porteurs, le secteur a été formé, la recherche a été bien menée, le projet a été maturé, on fait le projet d'évaluation,
Ensuite, ils veulent se déployer à large échelle. C'est un peu caricatural, hein, d'accord, mais enfin, bon, on est sur un plan ici, sur une image fixe. Déploiement à grande échelle, ça veut dire quoi? Il y a un sujet de lisibilité de l'action publique avec Genius, par exemple. Il y a des sujets aussi d'accès au marché, et notamment français, mais aussi européen, accès au remboursement, avec une action aussi importante de la stratégie qui va vous être présentée juste ensuite. On commence d'ailleurs par la formation. Merci David. Bonjour à tous. Donc, je me présente Mathieu Faure, je suis directeur de projet également au sein de la délégation ministérielle au numérique en santé. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'axe formation de cette stratégie. L'axe formation, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est la base de notre fusée. Et pourquoi? Parce que c'est bien entendu important en fait de déployer de l'innovation, c'est important de faciliter, d'accélérer le déploiement d'innovation sur le marché, mais si derrière vous n'avez pas ce terreau fertile, alors les usages ne vont pas se déployer. C'est-à-dire qu'on a besoin que l'ensemble des acteurs de l'écosystème montent en compétence sur tous ces sujets. Alors vous allez me dire, on forme qui à quoi? Tout d'abord, les étudiants des professions de santé, médicales, paramédicales, travailleurs sociaux, l'ensemble du coup du spectre. Et donc, on vise plus de 200 000 étudiants en 3 ans, donc à peu près 70 000 étudiants qui vont être formés au numérique en santé. Et pour cela, on est en train de travailler à l'heure actuelle sur un référentiel de compétences qu'on veut socle et transversal. Transversal, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit le même pour l'ensemble de ces professions, en fait, qu'on soit peu importe médecin, infirmier, du coup, pharmacien. L'idée, c'est d'avoir une montée en compétences globale sur tous ces sujets et socle, parce que bien entendu, chaque profession a ses spécificités et pourra y ajouter en fait des compétences. Mais on ne s'arrête pas là. Bien entendu que les professionnels de santé sont l'acteur en fait du coup majeur de la santé en France, mais il y a également toutes les expertises annexes, donc notamment les ingénieurs ou les spécialistes du numérique. Et là aussi, c'est de déployer de plus en plus d'écoles d'ingénieurs, en fait, de diplômes d'ingénieurs, pour avoir en fait des spécialistes de l'innovation au numérique en santé. Bien entendu également les juristes, parce qu'on sait que la réglementation en fait, du coup, est très spécifique et très complexe sur ces sujets, et on a besoin d'accompagner également les entreprises sur ce domaine. Et enfin, tout ce qui va être lié à la réglementation, donc notamment pour faciliter l'accès au marché. On peut mettre n'importe quel dispositif réglementaire pour faciliter l'accès. Si derrière, on n'a pas des individus tout simplement qui sont en capacité d'évaluer les dispositifs, alors on va avoir un goulot d'étranglement. Et donc, vous pouvez le voir, une offre en fait du coup de formation qui va être très globale, c'est-à-dire pour l'ensemble des acteurs. Mais on ne s'arrête pas là parce qu'on va également participer sur la formation continue. C'est bien beau d'être sur la formation initiale, mais in fine, si on veut que ce soit effectif rapidement là maintenant, il faut s'adresser également à la formation continue. Et donc, pour les mêmes finalement professions auxquelles elle s'adresse en formation initiale, il va y avoir tout un volet d'action sur la formation continue pour avoir une montée du coup en maturité qui se fasse globale sur tous les acteurs. Et enfin, derniers aspects et non pas des moindres, bien entendu, une revalorisation des métiers des DSI dans les infrastructures. On sait que c'est compliqué de recruter à l'heure actuelle pour les hôpitaux notamment, mais pas que dans le médico-social, des compétences au numérique en santé et on doit le traiter. Et enfin, dernier aspect, les usagers. Parce que bien entendu, c'est important de former les professionnels, les médecins, en fait, du coup, des ingénieurs, des juristes, mais les usagers doivent aussi comprendre et se saisir pour être pleinement acteurs de cette santé numérique. Et c'est pour cela qu'ils font pleinement actif de cet axe formation. Voilà. Et je laisse du coup en fait la parole ensuite à mes collègues pour la suite de la stratégie. Bonjour, la première personne qui a parlé, c'est David Senati. Il ne s'est pas présenté. C'est le coordinateur de la stratégie d'accélération santé numérique. Donc moi, je suis Émeric Perchamp, je suis directeur de projet à la DNS et je travaille avec David et Nina qui parlera après. Là, on va faire un petit focus sur un appel à projet qui est sorti le 16 septembre sur l'évaluation des dispositifs médicaux. C'est sur l'évaluation clinique ou médico-économique, enfin, et ou c'est inclusif, qui est un appel à projet qui sera récurrent. Il y a une enveloppe globale de 95 millions d'euros sur 5 ans. Ce sera un appel annuel qui est fait. Donc le budget réservé pour l'appel cette année, c'est 20 millions d'euros. L'appel à projet a été publié le 16 septembre et il y a une date de clôture le 2 mars pour les réponses. Il y avait également la possibilité d'être accompagné par des pôles de compétitivité, mais ça, c'est une date qui est déjà passée. Néanmoins, ce n'est pas obligatoire d'être accompagné par un pôle pour répondre à cet appel à projet. L'objectif de cet appel à projet, il est clé, c'est vraiment d'apporter toutes les preuves cliniques de façon à pouvoir se faire financer à terme le dispositif médical.
Donc évidemment, le prérequis, c'est que le dispositif qui est sous évaluation clinique, il ait déjà son marquage CE. Là, on s'adresse à tous les types de dispositifs, classe 1, 2A, 2B, 3, et puis les classes A, B, C, D du DMDIV également. Il faut, pour l'appel à projet, être en mesure d'apporter la preuve du marquage CE. Il y a une certaine souplesse sur ces preuves, c'est-à-dire que si une démarche est déjà engagée, qu'il y a déjà eu une première visite d'un organisme notifié avec pas plus de non-conformité grave, typiquement, vous pouvez quand même déposer votre dossier à l'appel à projet. Également, si vous êtes classe 1, il n'y a pas d'audit d'un organisme notifié pour être classe 1, mais il faut au moins la preuve du dépôt du dossier auprès de la NSM, prouvant que vous avez enregistré votre dispositif en classe 1. Les montants à peu près mis en jeu par projet sont assez larges. On va de 200 000 € jusqu'à 5 millions par projet, avec des prises en charge dégressives suivant la taille de l'entreprise. Donc, on est typiquement à 60% de prise en charge sur des petites entreprises, 50% pour des ETI, 40% pour des grands groupes. Là également, où on est très large dessus, c'est que cet appel à projet s'adresse aux entreprises privées, mais également potentiellement à des établissements publics, avec des prises en charge de 35% des coûts complets sur les structures publiques. Ce qui est très important pour cet appel à projet, pour être retenu, c'est la qualité du design de l'essai clinique, et c'est essentiellement ça qui va être jugé par rapport à cet appel à projet. L'objet, c'est évidemment d'accélérer l'adoption d'un dispositif médical sur le marché, et donc les preuves médico-économiques, elles sont importantes. Parce que des essais cliniques parfois sont un peu longs, les projets peuvent s'étaler jusqu'à de 1 jusqu'à 4 ans pour l'ensemble du dispositif. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Également, évidemment, ce qui est important, ce qui sera également jugé, c'est le caractère innovant du dispositif, la qualité de l'équipe, évidemment, comme d'habitude, sur l'ensemble de ces projets, et également quand même le modèle clinique et médico-économique qui est projeté par l'entreprise. La structure qui apporte le dossier doit être le fabricant du dispositif médical. Ça, c'est un point qui est également important. Et il est possible de venir seul ou en consortium, typiquement consortium privé-public avec la structure publique qui va réaliser les essais cliniques. C'est un des montages les plus classiques. Voilà, donc il y a des auditions qui auront lieu. Il y a un jury qui est mi-mai qui va décider des dossiers avant de donner des réponses, donc sans doute courant juin, début juillet maximum. Ce dispositif, il est important sur l'évaluation clinique. Ça va faire écho avec ce que va présenter Nina sur l'accès anticipé. Juste avant ce que va présenter Nina, il y a Louis Culot de la DGE qui va venir présenter tous les dispositifs d'appel à projet qui ont été mis en route dans le cadre de la stratégie d'accélération. Merci. Louis Culot, je suis chargé de mission sur les sujets de santé numérique à la Direction générale des entreprises, et donc je travaille avec mes collègues de la DNS sur cette stratégie. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des différents appels à projets qu'on met en place pour la maturation dans le cadre de la stratégie d'accélération. Donc, on a fait une petite slide un peu récap, mais je vais passer un petit peu sur les différents sujets avec vous. Donc, à droite, on a une première action qui vise à renforcer les aides à l'innovation qui sont ciblées sur ce qu'on a appelé les nouveaux usages numériques. Donc, nouveaux usages numériques, l'idée, c'est qu'avec l'émergence notamment des DM connectés, on génère de plus en plus de données qu'on va pouvoir donc derrière exploiter pour mieux soigner, pour mieux accompagner les patients. Et donc, l'idée, c'est via des appels à projets sur de la R&D portée par des startups et des PME, notamment, de la R&D plutôt en rupture d'entreprises qui seront, on va dire, les leaders de demain, on l'espère à l'échelle française voire européenne, de venir accompagner les travaux et cofinancer les travaux de R&D.
L'ambition ici, c'est de réussir à passer de solutions qui captent un peu de données dans leur coin et font une utilisation restreinte, on va dire, à une vraie économie de la donnée, à avoir un usage beaucoup plus massif, une génération massive, mais aussi des technologies pour exploiter la donnée derrière. La forme que ça va prendre, c'est un appel à projet récurrent. Donc, ça a été annoncé par la ministre Agnès Pannier-Runacher il y a 3 semaines maintenant. On va mettre 50 millions d'euros sur 5 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, d'habitude, ce qu'on faisait, c'était plutôt 6-7 millions d'euros une fois tous les 2 ans. Donc, on va quand même venir faire x3 par rapport à ce qu'on faisait sur les dernières années, alors qu'on avait déjà fait un effort sur la santé. Donc, on va avoir des vagues qui vont être lancées chaque année à peu près en décembre. Donc là, il y a une première vague qui va être ouverte le 7 décembre 2021 pour une clôture d'appel à projet le 22 mars 2022 via un guichet qui s'appelle le Concours Innov, qui est déjà opéré par BPI France, dont certains d'entre vous sont peut-être déjà un peu familiers. Et sur 5 ans, on va tourner avec différentes thématiques pour essayer de cibler un peu toutes les entreprises du secteur. La première thématique est en cours de définition, donc je ne peux malheureusement pas vous l'annoncer aujourd'hui pour être tout à fait transparent, mais elle sera annoncée promis d'ici le 7 décembre. On aura donc un appel à projet qui sera avec une thématique, avec un budget de 10 millions d'euros d'aide. On peut venir accompagner les startups jusqu'à 50% des coûts éligibles, un peu moins pour une PME, mais on est à peu près dans ces eaux-là également. En parallèle, on va également mener une action assez ciblée. C'est un besoin qui a été identifié par nos collègues côté ministère de la Santé. On a déjà pas mal d'entreprises sur la télésanté, la télémédecine en France. Il n'y a pas d'entreprise de téléconsultation, par exemple, mais il y en a assez peu qui adressent actuellement les questions de handicap. Donc, il a été décidé de faire 2 fois sur 5 ans, donc une fois tous les 2 ans finalement à peu près, un appel à projet spécifique sur la télémédecine pour les personnes en situation de handicap. Notamment téléconsultation, télésanté. Et donc ça, la première vague sera lancée le 7 décembre 2021, pareil pour clôture début 2022. L'idée étant là de cibler une offre qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment en France et qu'on aimerait voir beaucoup plus développer pour des questions d'accessibilité finalement, des questions de télésanté. Donc ça, c'est un peu pour l'appel à projet sur les nouveaux usages et la télésanté. Ensuite, il y a une action qui est menée dans le cadre de la stratégie d'accélération à destination en particulier de l'imagerie médicale. Donc, vous me direz, que vient faire l'imagerie médicale dans la stratégie santé numérique? Donc, a priori, historiquement, c'est quand même une industrie plutôt de hardware, de captation d'images, de retranscription d'images. Mais c'est une industrie qui est quand même en profonde mutation actuellement avec le numérique, notamment avec l'apport de l'intelligence artificielle pour l'exploitation de l'image, pour avoir des algorithmes qui peuvent accompagner le professionnel de l'imagerie dans son diagnostic, dans son pronostic, dans sa proposition de parcours derrière. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de cibler l'imagerie médicale également dans le cadre de cette stratégie santé numérique. Donc ce qui a été annoncé le 18 octobre, c'est une action sur 5 ans dotée de 95 millions d'euros. Donc c'est vraiment très important, ça représente une part substantielle de la stratégie parce que c'est un secteur qui a été défini comme assez prioritaire finalement au vu des enjeux économiques et industriels qu'il peut revêtir. C'est un secteur qui va être de plus en plus au centre du diagnostic. Et dans une médecine personnalisée, on sait qu'on a besoin de diagnostic en début de chaîne pour pouvoir orienter le patient vers un traitement personnalisé. Donc, on sait qu'on va avoir besoin de technologies d'imagerie et on sait qu'on va avoir besoin de traitements numériques pour accompagner ces technologies d'imagerie. Donc là, on va procéder sur 2 appels à projets. Donc, une partie toujours sur le guichet Innov, donc pour la R&D des startups et des PME du secteur, où on va mettre une vague par an pendant 5 ans. On va pouvoir cibler une enveloppe de 4 à 5 millions d'euros par an environ pour cibler les startups du secteur. Mais on veut aussi accompagner des projets collaboratifs, donc avec souvent un industriel de taille moyenne, voire grande, qui s'accompagne de startups et de PME très innovantes et d'acteurs académiques pour monter des projets avec soit que du software, mais aussi du hardware, du software, et construire en fait l'imagerie de demain. Donc l'imagerie de demain, ça peut être de l'imagerie hybride avec des questions de fusion d'images, de traitement également en parallèle, ou de l'imagerie nomade pour pouvoir aller au chevet du patient et plus forcément avoir des énormes équipements uniquement. Et donc là, ça se passera sur un autre guichet qui s'appelle IDEMO, qui existe déjà, où il y a en fait des relèves tous les mois. Donc c'est un guichet au fil de l'eau. Nous, ce qu'on a fait, c'est pas d'ouvrir un guichet à part, c'est de doter ce guichet spécifiquement pour l'imagerie, pour être sûr d'avoir une enveloppe conséquente sur ce secteur et que les projets soient un peu moins en concurrence avec les projets d'autres industries ou d'autres entreprises du secteur de la santé pour avoir une action ciblée sur le secteur de l'imagerie.
Au niveau des grands rendez-vous à venir, donc, on vous donne rendez-vous le 7 décembre pour le lancement des premières thématiques à la fois sur les nouveaux usages numériques, sur la téléconsultation et handicap et sur l'imagerie, sachant que le message, c'est bien qu'on veut mener une action récurrente sur 5 ans. Donc, si les entreprises n'ont pas un projet mature actuellement ou si le projet n'est pas satisfaisant pour le jury, il y a toujours moyen de réussir à l'amender et de pouvoir revenir. Le but, c'est d'éviter le phénomène de train raté, en fait, et de pouvoir permettre aussi aux entreprises d'anticiper un petit peu et de préparer leurs projets, de pouvoir avoir un peu plus de visibilité que ce qu'on faisait jusqu'ici. Et je vais passer la parole à Nina, qui va pouvoir nous parler de la suite. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes encore vivants? Ça va? Ça fait beaucoup d'infos d'un coup, hein. Je ne vais pas simplifier les choses parce qu'on va parler d'un sujet complètement différent. Au sein de la stratégie, David a mentionné en début pardon, je me présente, je m'appelle Nina Buffy, je suis également directrice de projet au sein de la délégation ministérielle au numérique en santé. On travaille tous ensemble pour que cette merveilleuse stratégie prenne vie et des résultats qui soient positifs pour tous les acteurs de l'écosystème. Et donc là, je vais vous parler un peu plus précisément d'un dispositif qui est en train d'être construit. Donc, c'est encore à l'échelle de brouillon, même si ça commence à devenir assez précis, puisque la loi qui va permettre l'existence de ce dispositif-là est présentement en train d'être discutée entre le Sénat et l'Assemblée, donc elle est sujette à ratification. Mais on parle d'un accès anticipé pour les dispositifs médicaux numériques. C'est quoi un accès anticipé? C'est un accès anticipé au remboursement. C'est-à-dire qu'on a une mesure qui va permettre aux dispositifs numériques, donc aux logiciels de santé, qui ont un effet thérapeutique, à pouvoir être remboursés de manière plus rapide que ceux que le gouvernement est capable de fournir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ce n'est pas très grave pour un dispositif médical normal de prendre 6 mois, 9 mois, même si bien sûr ça reste des coûts pour la société à être remboursé en termes de traitement de dossier, puisque c'est des produits qui ont de toute façon besoin de temps d'évolution et de temps de développement relativement long. Quand on parle d'application de logiciel, on peut tout recoder en quelques mois. Donc, c'est complètement aberrant de mettre autant de temps à donner le remboursement à des dispositifs qui, le jour où ils auront le remboursement, auront déjà 2 versions d'avance. Il faudra qu'ils recommencent un petit peu tout. Donc, l'idée, c'est de permettre à ces fournisseurs de solutions-là d'arriver sur le marché de manière anticipée en assouplissant un petit peu les règles d'évaluation et les règles d'attribution du remboursement. Donc, comment est-ce que ça va marcher? On va s'adresser d'abord aux logiciels qui sont déjà certifiés, qui ont déjà une certification un marquage CE, pour s'assurer qu'au niveau européen, les choses soient harmonisées. Ça permet déjà de déblayer un certain nombre d'aspects sur la sécurité, la qualité du dispositif. On leur demande également d'arriver avec des données prouvant un bénéfice clinique qui soit net ou un bénéfice économique qui soit net, même si les exigences en termes les données en tant que telles seront un petit peu amoindries par rapport à un remboursement définitif. Je vais revenir dessus. Et on demande bien évidemment aussi que ces logiciels soient interopérables dans les référentiels d'interopérabilité qui sont publiés par mes collègues et dont vous avez certainement beaucoup déjà entendu parler. Donc, l'idée de cet accès anticipé, c'est qu'on va donner pendant 1 an un remboursement prédéterminé, un prix fixe. Il y aura des catégories en fonction des indications et des dispositifs. Et pendant 1 an, la société va pouvoir faire le parcours classique, donc poser sa candidature de manière définitive, tout en bénéficiant de ce remboursement anticipé. C'est-à-dire qu'ils vont d'une part pouvoir être déployés sur le marché et d'autre part devoir se régulariser d'un point de vue de l'accès au remboursement. Et donc cet accès au marché anticipé leur permettra de récupérer les données complémentaires qui manqueront peut-être au moment de la soumission initiale. Donc ça veut dire que vous pouvez arriver avec une soumission initiale pour un remboursement qui est un peu plus légère que ce qu'on demande d'habitude, dans la mesure où vous êtes en mesure de nous prouver que sur l'année qui va venir, avec cet accès anticipé, vous allez pouvoir déployer la solution pour pouvoir acquérir les données complémentaires qui permettront à l'instruction finale, au cours de laquelle il y aura une négociation de prix finale également. La raison pour laquelle on part sur un prix prédéterminé à l'avance,
mais aussi pour s'affranchir des lourdeurs de négociation de prix et permettre un déploiement sur le marché pour avoir plus d'éléments, pour avoir une négociation de prix qui puisse ensuite prendre son temps, qui puisse être juste et qui puisse être alimentée par des éléments renseignés par le terrain grâce à l'attribution de l'accès anticipé. Donc, on pourrait avoir des feedbacks des médecins qui disent « Ah, c'est trop cher » ou des feedbacks d'industriels qui disent « Ah ben non, on n'arrive pas à rentrer dans nos frais, etc. » Et donc alimenter un petit peu plus de manière un peu plus approfondie les discussions, les négociations de prix. Voilà. Donc, l'idée de cet accès anticipé, c'est qu'il est borné sur une durée d'1 an. Et si au bout d'1 an, la société n'a pas soumis au parcours réglementaire normal, ou a pas suffisamment de données, les données ne sont pas suffisamment bonnes, ou il y a un échec clinique, c'est-à-dire que finalement la solution n'a pas de bénéfice clinique avéré, sortira du dispositif. Voilà. Je crois que j'étais la dernière à parler, donc si vous avez des questions sur tout ce qu'on a présenté, je ne pourrais pas répondre à tout, mais on va aller chercher les collègues un par un. Oui. Un deuxième micro. Merci. Par rapport au premier dispositif qui s'appuie sur la stratégie d'accélération à la santé numérique, comment ça va s'articuler avec les forfaits innovation? Est-ce que c'est possible que ce soit supplémentaire, c'est complémentaire, ça s'adresse au même type de solution? Parce que pour le forfait innovation, le forfait innovation concerne tous les médicaments et les dispositifs médicaux. Là, on n'est que sur du numérique. En fait, il y a des dispositifs médicaux numériques. Oui. Le forfait innovation, c'est uniquement les dispositifs médicaux. Et quand je regarde votre présentation, je me dis comment, par exemple, sur un dispositif qui recherche un accès précoce parce qu'il y a des données immatures et qui pourrait bénéficier justement d'un financement pour favoriser son déploiement, améliorer son efficacité ou sa preuve d'efficacité médico-économique, comment ça s'articule avec le forfait innovation? Alors, cette mesure-là s'articule avec le forfait innovation dans le sens où on n'est que sur dispositif médical numérique à usage individuel. Donc, c'est des dispositifs médicaux qui sont utilisés par les patients, donc qui ne sont pas financés par les hôpitaux. Donc, déjà, ça permet de catégoriser. Et ensuite, il y a dans la stratégie d'accélération tout un tas d'autres mesures pour le soutien, par exemple l'appel à projet sur les données cliniques, qui sont là pour aider les industriels à arriver au bon niveau de maturité. Donc, c'est complémentaire, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois éligible à un forfait innovation et à votre appel à projet sur le bénéfice clinique. Oui. Non. Le forfait innovation me semble plus en aval, en amont, pardon, en fait, et plus en concurrence avec l'appel à projet sur l'évaluation du bénéfice clinique, qui est l'objectif du forfait innovation. Donc, c'est pas, il ne devrait pas arriver simultanément, mais l'un après l'autre. Le forfait innovation, puis l'accès anticipé sur les résultats du forfait innovation. Sur le forfait innovation, on peut aussi s'adresser à des marquages CE qui sont en cours. Par exemple, vous avez un SMQ, mais vous n'avez pas encore le marquage CE. Vous pouvez aussi vous adresser sur du DIM numérique, parce qu'il est... Vous pouvez aussi faire du DIV. Donc, c'est pour ça que je me pose la question. C'est plus en concurrence avec l'appel à projet évaluation du dispositif médical, mais ça reste 2 dispositifs dont vous pouvez profiter. Je pense que taper aux 2 dispositifs, ça va être un petit peu compliqué. Ça, vous risquez de vous faire retoquer. Par contre, il faut choisir. L'appel à projet que j'ai présenté est vraiment spécifique des dispositifs médicaux numériques. Donc, il vaut mieux aller vers cet appel à projet que vers un forfait innovation. J'ai envie de dire, mais si vous avez déjà un forfait innovation, vous commencez déjà à cumuler des datas qui vont permettre de déposer un dossier pour l'accès anticipé. Ouais, merci, c'est très clair. Je ne voudrais pas rentrer dans une discussion trop technique, mais sur la question spécifique des DM numériques, il y a vraiment une clé d'orientation. Et ma dernière question, c'est savoir s'il y a une évaluation HAS sur le bénéfice clinique qui est attendue ou pas sur l'appel à projet sur le bénéfice clinique que vous portez. Non, la HAS ne va pas faire l'évaluation dans le cadre de cet appel à projet. Et qui jugera du bénéfice clinique, du coup? C'est un jury qu'on est en train de constituer qui aura des professionnels de santé pour évaluer le bénéfice clinique, mais la HAS restera indépendante pour faire l'évaluation. Par contre, dans le cadre de l'accès anticipé, la HAS sera évidemment mobilisée. Et donc, sur cet accès anticipé, je monopolise beaucoup la parole, mais j'ai du mal à saisir. Il y aura un financement terminal une fois le bénéfice net prouvé sur la LPP ou en dehors de la LPP?
Alors pour ça, ça va dépendre du type de dispositif. En gros, c'est la LPP pour tout le monde, sauf les dispositifs de télésurveillance, pour lesquels on a une liste parallèle qui est ouverte dans le droit commun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Concernant l'accès anticipé, est-ce qu'il y a un calendrier? Les premiers dossiers pourront être déposés quand? Oui. Alors, il n'y a pas un calendrier définitif, mais la loi devrait être votée avant la fin d'année. Ensuite, il faudra écrire un décret d'application et en fonction de ce qu'il va y avoir dans le décret, il faudra passer par plusieurs instances de validation. Donc, on va essayer d'être le plus efficace possible et notre objectif pour l'instant, c'est avant les élections, en gros, parce que sinon, ça va retarder encore plus. Donc, on espère pouvoir ouvrir le guichet avril-mai, quelque chose comme ça. Donc, c'est notre objectif pour l'instant, mais restez, vous pouvez me suivre Nina Buffy sur LinkedIn ou restez ou vous inscrire à la newsletter de Genius pour avoir toutes les informations sur l'échéancier. Mais en gros, c'est fin du premier trimestre 2022. C'est tout? Sur les autres parties? Formation, soutien aux entreprises, non? Ok. Ben dans ce cas, un grand merci à mes collègues et surtout un grand merci à vous pour avoir été là, avoir reçu toutes ces informations avec beaucoup de patience et d'intérêt. Merci. Au revoir.